Euh, Bonjour à tous, je m'appelle Nabila Kintchouch et c'est effectivement avec plaisir que je viens ici apporter mon témoignage. Alors je viens avec deux casquettes. Donc j'ai exercé jusqu'au 28 février 2019 la fonction de chef de service d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile sur le territoire de Choisy-le-Roi dans le Val-de-Marne. Et donc c'est par rapport à vraiment le public accueilli en CADA que je vais axer mon intervention. Et depuis, je le souligne quand même, depuis le 4 mars 2019, j'ai pris la direction d'un établissement qui se trouve à Paris, accueille jeunes filles 18-25 ans, très très concernées et très très confrontées aux problématiques qui animent la journée d'aujourd'hui. Voilà. Félicitations pour votre changement de casquette. Merci. Nous avons la primeur en quelque sorte. D'accord. Donc oui, moi j'ai volontiers accepté de participer à cette journée. Donc voilà, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, nous avons été amenés à accueillir alors, hommes, femmes, seuls, familles. Mais je vais axer mon intervention sur les femmes, toutes majeures en tout cas. S'il y a des enfants, c'est avec leurs parents. Donc des femmes qui ont été amenées à fuir leur pays. Parce que victimes de violences plus, ça pouvait être de l'excision, ça pouvait être risque d'excision, mariage forcé, violence conjugale, maltraitance, traite humaine. Je crois que l'actualité qui nous habite depuis plusieurs mois nous laisse imaginer aussi les parcours de plus en plus chaotiques qui amènent ces personnes du pays d'origine à la France en l'occurrence. Donc voilà. Nous travaillons avec une équipe de casquette travailleur social. Donc nous formons autant que faire se peut pour accompagner les personnes accueillies dans les problématiques que nous soulevons aujourd'hui. Voilà. Et donc moi je tenais à souligner que sans le recours aux ressources externes, rien ne pourrait être possible. Donc, dans mon expérience au CADA, les professionnels qui ont été d'un soutien pour nous accompagner à appréhender avec les jeunes filles et les femmes ces aspects de violence, de problématiques de santé, c'est en premier lieu, je tiens à souligner, non pas parce que c'est eux qui nous accueillent et qui animent, mais Migration Santé. Nous avons un partenariat très très étoffé et très présent avec Migration Santé. Nos réponses nous viennent aussi d'une équipe mobile psychiatrie, précarité, exclusion de l'hôpital Paul Guiraud, une infirmière, une psychologue, une psychiatre. Ça a été, c'est le vocabulaire que j'utilise en tout cas, une belle rencontre professionnelle. Ils sont extrêmement présents au niveau du CADA. À chaque fois que nous sommes amenés à avoir besoin de les solliciter, ils répondent présents. C'est aussi un atelier d'art-thérapie. Voilà, nous avons un atelier d'art-thérapie hebdomadaire. C'est encore une fois une belle rencontre professionnelle, parce que je pense que peut-être que vous n'êtes pas sans savoir que les budgets avec lesquels nous travaillons, moi j'appelle ça des cacahuètes sans écorce, voire maintenant des demi-cacahuètes. Donc voilà, et des partenaires comme par exemple l'association TAM Thérapie Art Médiation qui anime un atelier d'art thérapie hebdomadaire et aussi une permanence d'écoute en binôme avec une psychologue nous est d'un grand soutien. L'équipe mobile, je tiens à souligner qu'une convention de partenariat a été signée. Et alors, pour moi, il y a aussi une sphère qui est absolument indispensable et sur laquelle on s'appuie, c'est la sphère culturelle. Voilà. Ça peut être tout ce qui est spectacle vivant, le théâtre. Nous avons eu de très beaux projets de théâtre, non pas seulement aller assister à de très belles pièces, de très beaux spectacles de danse, mais aussi faire participer les personnes que nous avons accueillies dans l'élaboration d'un projet de spectacle avec une à ça avec une représentation publique. Je vais très vite laisser la parole à. C'est voilà, c'est tout
toutes ces façons de travailler contribuent à accompagner la personne, alors avec beaucoup d'humilité, je dis ça, hein, à se reconstruire, parce que non seulement ces femmes ont quitté des violences, mais elles les retrouvent sur le territoire français. Qui n'a pas laissé un enfant au pays à qui elles doivent, j'en perds mon français, excusez-moi. Donc un enfant ou des enfants laissés au pays, ça signifie envoyer de l'argent, ça signifie avoir les ressources suffisantes. C'est pas dans le cadre de la procédure d'asile que voilà, une allocation pour demandeur d'asile pour une personne, c'est 200 € par mois. Donc voilà, on ne se ferme pas les yeux. Ces personnes peuvent être amenées, malgré elles, à être en relation avec de la prostitution, de la maltraitance, voilà. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que je vais m'arrêter là et que peut-être si vous avez des questions, avant que je ne laisse pas la parole à une personne, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, bonjour à tous. Je viens de l'Angola. Et si je suis là aujourd'hui, je m'aimerais bien avec la force et du courage pour raconter, essayer de partager mon histoire avec toutes les femmes qui ont été victimes, pas seulement en Afrique, mais au monde, dans le monde. Malheureusement, j'ai appris de parler français ici. Ma langue nationale, c'est portugais. Je suis arrivée ici en 2015, novembre. Et je suis venue avec une fille. Elle était gravement malade. Bon, j'aimerais bien recommencer là où comment j'ai quitté mon pays et quel est le victime des violences que j'ai vécues dans ma vie. Je suis orphelin de père et de mère. Je ne suis pas des capitales de l'Angola, Luanda, je suis de Soyo. Et Soyo qui fait frontière à Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. J'ai perdu mes parents pendant la guerre, j'avais encore l'âge de 12 ans. Et je me suis retrouvée avec mon frère dans une église des protestants parce qu'on n'avait plus rien, on n'avait personne qui pouvait s'occuper de nous. Et j'ai passé ma vie, ma jeunesse, mon enfance dans le riz. Pour me faire vivre avec mon frère, il fallait qu'on parte dans un centre commercial, un petit marché, là où il y a toujours des dames qui font à manger pour vendre. Et moi, je passe là, mon temps, ma journée, avec mon frère, pour faire les vaisselles. Après avoir fait ça les soirs, là, ils peuvent nous donner quelque chose à manger. Au fil et à mesure, à l'église, là, on n'était pas seulement nous deux, moi et mon frère. Il y avait plusieurs enfants aussi, qui étaient aussi des orphelins, il y avait des orphelines, et il y avait des femmes qui ont perdu toutes ces familles. Donc, je n'étais pas seule, je n'étais pas seulement avec mon frère. Plus je fais 2 ans, j'ai gagné l'âge, et puis à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à gagner mes seins. Et en restant ensemble et en groupe avec d'autres, j'ai appris de faire la tresse africaine. Il y avait une fille qui était plus âgée que moi. Elle était comme responsable, elle avait au moins 4 frères à lui. C'est elle qui était la grande. Et elle sortait chaque jour le matin et puis elle revenait, c'est moi qui la faisais les tresses. Un jour, elle a disparu, je ne le voyais plus. Après 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, elle revient. Sa façon de s'habiller, c'était différent. Elle était propre, elle était chic. Et puis, elle amenait des vêtements pour ses enfants, pour ses frères. Et un jour, c'est moi qui la faisais le tresse. Je lui ai demandé comment tu as fait, où tu travailles. Est-ce que tu peux m'amener là où tu travailles pour que je puisse aussi aller me faire quelque chose pour essayer de changer le mode de vie. Parce que ma vie, c'était aller au marché, m'envoyer par-ci, par-là, laver le vaisselle, ou bien faire quelque chose pour manger. Parce qu'à l'église, le pasteur, il ne pouvait pas s'occuper de plus de 100 et quelques enfants en époux. C'était quand tu sors, si tu n'es pas là, il y a à manger. Si tu n'es pas là, donc même si tu reviens, tu ne vas pas trouver à manger. Donc on s'est débrouillé seul. Un jour, elle m'a dit que bon, je vais aller demander mon patron. Moi, je ne savais pas. Il travaillait dans une maison de close.
Je ne savais pas. Il a dit, je vais aller proposer mon patron, mais tu n'as pas encore l'âge. Est-ce que tu as déjà eu tes règles? J'ai dit non. Mais je grandissais avec une grande taille et à l'âge de 14 ans, j'ai présenté déjà une femme avec des seins. Et un jour, elle est partie, après elle est retournée et puis j'étais derrière elle tout le temps parce que je voyais déjà que la vie de ses frères, ça a totalement changé. Ils partaient déjà à l'école, ils avaient déjà des sandales et pourtant moi et mon frère, on s'est promenés encore à pieds nus. Et j'ai envié quand même aussi de faire quelque chose si je peux travailler ou bien de faire quelque chose pour essayer de changer mon histoire avec mon frère. Et un jour, après 2 semaines après, il m'a dit, mais à condition si je t'amène là-bas, tu ne dois pas revenir ici pour rencontrer ce qui ça se passe là-bas. Et puis, c'est les gens influencés, c'est des hommes politiciens, c'est des policiers, tout. Il m'a fait un peu de chantage dans la tête, je n'avais pas le choix. Comme moi, je voulais travailler, j'ai dit oui, ok, d'accord, tu peux m'amener. J'ai caché ça à mon frère, je suis partie avec elle. Et c'est une maison de close. Le responsable, à l'époque, je ne savais pas, il y avait un Portugais. Il y avait 3 responsables là-bas qui accompagnaient. Il y avait un Portugais, il y avait un Français, il y avait un Angolais. L'Angolais, il était le beau-frère du président de l'Angola. Donc, Beto Kangama, c'est un homme reconnu, même son nom sur l'internet, tout le monde le sait. Beto Kangama. C'était lui, il était comme sous couvert parce que en Angola, pour ouvrir des maisons pareilles, il faut être sous couvert. Si tu n'es pas le fils du président, il faut être au cousin du président. Donc, c'est juste des gens comme des ministres, des généraux. Non, c'est un peu ça. Et puis, à Soyo, là où j'étais, l'histoire, ça s'est passé à Soyo. Soyo, c'est une ville, province de l'Angola qui a la société de pétrole, qui a le mineur de pétrole, là où il y a le Total, là où il y a plusieurs étrangers, plusieurs, donc presque tout le monde au monde entier qui ont le contrat, qui trouvent le contrat, qui va là-bas pour travailler. Il n'y avait pas seulement des Français, il y avait des Français, il y avait des Anglais, il y avait des Russes, il y avait plusieurs nationalités qui venaient travailler aux sociétés de pétrole. Elle m'a amené là-bas. C'est une ville là où on était, c'est un peu village, mais là où il m'a amené là où il travaillait, c'est un peu éloigné, c'est au moins 50 km de la ville, là où on était. Et je me suis retrouvée dans un espace, il y avait des hôtels, il y avait des boîtes de nuit, il y avait des restaurants, il y avait des studios aussi là où des filles qui travaillaient là-bas et ils étaient bien allongés là-bas, ils vivaient là-bas. Et quand je suis arrivée, le monsieur, il m'a fait tourner, voir ma position physique pour voir si c'est possible, si il peut me prendre, rester là-bas. Bon, pour lui, c'était intéressant parce que là où j'ai découvert aussi, et il faisait que recruter des filles, des mineurs. Il y avait que des gens, de filles à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, parce que au fur et à mesure qu'ils recrutaient de filles, de petites filles, derrière de ça, ils essayaient de travailler sur leur morale, créer un autre esprit dans leur esprit et ils vont grandir. Plus ils vont grandir avec ça, ils vont se retrouver que faire ça, c'était normal. Parce que moi, j'ai passé au moins 18 ans dans ça. Et à l'âge de à faire 18 ans déjà, j'ai quitté là-bas à l'âge de 34 ans déjà. C'est des choses que quand tu t'engages, après, même si tu découvres que c'est impossible, concernant le pays, tu ne sais pas comment reculer, tu ne sais pas quel regard tes proches peuvent te regarder, tes connaissances. Voilà, c'est un peu ça. Il m'a amené, c'était pas facile. Pour moi, je croyais qu'elle était servante. Je ne savais pas, maison de close, comment ça fonctionne. J'étais encore vierge, je n'avais pas encore eu mes règles. Et il m'a amené, et ils m'ont présenté une chambre. Est-ce que tu peux passer la nuit ici? J'ai dit, ben oui, si c'est travailler et tu vas être servante. Il m'a parlé de servir dans le bar. J'ai dit, d'accord. La chambre, je me rappelle, la chambre là où on m'avait mis, il n'y avait qu'une seule télé. Et à la télé, il n'y avait que le chaîne qui passait que des films pornographiques. Ça, je n'ai jamais vécu. À l'église, là où on vivait, il n'y avait pas aussi de la télé.
Pour moi, c'était un peu étrange, mais je ne savais pas si c'était... J'ai pris ça comme si c'était les novellas ou l'histoire, mais je ne savais pas. Ils étaient déjà en train de me préparer. Qu'est-ce que je suis venue faire? Et le lendemain, je me suis sentie un peu mal à l'aise. Depuis que la fille, elle m'a amenée, on ne s'est plus jamais rencontrés. On s'est rencontrés avec elle après 1 mois. Je ne savais pas comment retourner. Après le messieurs, le lendemain, il m'appelle. Il me fait entrer dans son bureau. Il s'appelle João Miguel. C'est un Portugais. Il y avait une femme aussi, brésilienne. Moitié brésilienne, moitié portugaise aussi. Elle était là-bas. Elle était comme... elle était en train d'apprendre des filles qui arrivent, comment mettre des chaussures à talons, comment séduire les hommes, comment approcher un kilia, comment faire satisfaire le kilia, comment aborder les kilia. Donc, pour lui, c'était ça. Sa spécialité, c'était ça. Quand ils m'ont amené dans le bureau, ils ont commencé à discuter avec moi et ils ont compris que j'étais encore vierge. Je ne connaissais rien du tout. Les seules choses qu'ils ont appris de m'essayer de me traumatiser dans la tête, c'était que si tu ne peux plus sortir ici, parce que tu as déjà découvert l'histoire d'ici, comment ça se passe. Donc j'étais condamnée de rester. Après, je les ai dit, qu'est-ce que je vais faire ici comme travail? Ils m'ont dit non, tu vas servir des kilia. Comme ils ont compris que j'avais peur, premièrement, nous en Afrique, il y a d'autres parties des Africains. Quand une jeune fille, il perd sa virginité, elle est hontée devant les autres. Donc c'est un peu polémique, tu te sens gêné. Et pour moi, je me disais toujours dans la tête, je perdis mes parents. La seule chose que je peux faire, c'est grandir. Si je trouve l'opportunité de faire mes études, je vais aller à l'école, je vais me marier et je vais perdre ma virginité au mariage, après mon mariage. Mais ce n'était pas ça les cas. Quand ils ont compris que j'étais en train de trembler, le lendemain, ils m'ont envoyé, c'était le soir. Elle m'a amené une tenue qui était un peu... C'est du sang, mais il a donné les talons. Je ne sais pas comment marcher avec ça parce que dehors, déjà, je marchais pieds nus et puis directement au talon, c'était un peu difficile. Elle m'a donné une sandale. Je me suis habillée. Et quand je suis entrée dans le club, il n'y avait que des blancs. Il n'y avait pas de noirs, il n'y avait que des blancs parce que c'est des blancs qui fréquentaient là-bas. Et puis, c'est des gens, c'est des Kilia. C'est pas n'importe qui, c'est pas une club que tout le monde peut entrer. C'est un réseau. Ça se passe entre les gens qui travaillent au pétrole en Angola. Et j'ai vu d'autres filles. Les soirées, ils étaient magnifiques. La façon que je regardais à la télé, c'est des filles, ils sont habillées comme ça, sexy, avec des habillements. Et puis, mais moi, j'étais un peu timide. Mais ils m'ont poussé de servir le boisson, essayer de faire jouer comme servir. Mais les autres, ils étaient en train de s'occuper des clients. Je voyais qu'il y a d'autres, ils viennent. Il y avait plus de 50 quelques filles dans le centre. Parce qu'il y a d'autres que j'ai reconnu leur visage et d'autres jusqu'à quitter là-bas. Je ne l'ai jamais connu, on ne s'est jamais croisé. Parce que la façon qu'ils nous ont séparés, chacun dans sa chambre, vous n'avez pas de contact, vous avez que des contacts avec des clients. Et après ça, ce n'était pas seulement limité d'utiliser, mais ils avaient proposé aussi un salaire que j'ai jamais... En Afrique, déjà, 700 $, c'est beaucoup par rapport au salaire. Leur salaire, ça influençait tout le monde. Et quand tu es tombé dedans, tu suis déjà l'argent que, même si tu travailles dehors, même un policier, même un gradué, il est dans un poste de banque, il ne reçoit pas les 700 $. Donc, tu n'es pas obligé, tu n'as pas le choix. Après, avant, on ne m'a pas proposé l'argent, il voulait d'abord me faire quitter et me faire accepter de faire ce qu'ils veulent de moi. Et ils étaient obligés de me droguer. C'était la première fois que je prends l'alcool. Je n'avais pas pris l'alcool, je n'ai jamais connu l'alcool dans ma vie. Ils m'ont donné le jus. Je ne savais pas si c'est à l'époque c'était quoi dedans. Et avec du jus que je n'ai jamais eu l'opportunité de boire ça, même au centre, là où j'étais, à l'église. Donc j'avais envie de boire, découvrir le goût parce que je ne connais pas ça. Et le moment que j'étais en train de boire, c'était pour me saouler. Je me rappelle seulement, le matin, je me suis réveillée, j'avais des douleurs partout et j'ai perdu ma virginité. Et je ne sais pas qui m'avait dévergé. Et quand j'ai perdu ma virginité,
J'avais des douleurs partout. C'était triste. J'ai demandé de retourner et c'est compliqué. Je ne pouvais pas retourner. J'étais obligée d'accepter ça parce que j'ai déjà perdu. J'ai perdu quelque chose. Ma promesse c'est tombé. Que je m'étais promis dans la tête. C'est tombé et puis c'était comme ça. Et un jour, ils m'ont proposé, après avoir senti que tu es plus vierge, tu peux retourner. J'ai perdu ma virginité. Je n'avais pas encore mes règles. Et j'étais obligée de le faire. Après avoir perdu les douleurs, première fois, ils m'ont présenté un Kilia. Je me rappelle, et je suis allée dans la chambre et j'ai commencé à pleurer. Le Kilia, il a compris que j'étais encore mineure et je ne connais rien, je suis innocente. Il a dit, ok, d'accord, je ne vais rien dire. Je vais cacher ça à ton patron. Et tu fais comme si il y avait quelque chose qui s'est passé entre nous. Il est parti. Lui, au moins, il avait compris mon innocente et il m'a sauvée. Mais il y avait d'autres qui m'avaient plus, ils ne m'avaient pas sauvée parce que des autres, quand ils arrivent, c'est pas seulement prendre une femme pour aller à la chambre. Il se saoule, il prend parce que tout là-bas, c'était autorisé. Il y avait de la drogue, il y avait de l'alcool, il y avait tout. Il va se droguer. Il ramasse n'importe quel, on va lui donner, que toi tu vas être avec cette fille. La façon qu'il va te traiter, tu n'as pas le choix parce qu'ils ont déjà payé. Et toi tu es payé par fin du mois pour ça. Donc ça m'arrivait de traiter avec 5, 6, 7 et de plusieurs manières. Ce n'était pas une seule manière, une seule façon. Chacun, il veut, il a déjà payé son argent, il va traiter comme il veut. Et dans tout ça, première fois je suis tombée enceinte. J'avais encore l'âge de 18 ans. Je suis tombée enceinte, je n'avais pas la connaissance d'être maman et je n'étais pas préparée pour ça. Après 3 mois, j'ai perdu mes règles, je ne savais plus. Et puis la dame, la brésilienne, elle a compris que j'étais enceinte. Là-bas, il y avait toutes les équipes, il y avait des médecins qui venaient, on sortait plus. Ma sortie, quand je suis entrée là-bas, ma sortie c'était après 2 mois. Ils envoyaient que l'enveloppe pour mon frère pour lui dire qu'il faut que je lui garantisse. Des fois, on me met dans la voiture, il y avait des gens de sécurité pour que je puisse aller me rencontrer avec mon frère. Après, je ne peux pas faire voir à mon frère que je suis dans une position comme ça pour lui faire peur. Mais pour acheter la silence de mon frère, je lui donnais de l'argent. Après, j'ai retourné. Je m'étais déjà plongée et je ne savais plus comment m'en sortir. Parce qu'il y avait tous les gens de public que je voyais, des hommes politiciens, des policiers, des généraux qui fréquentaient là-bas, qui traitaient aussi avec moi. Et moi, je me demandais, même si je sors aujourd'hui, je pars à la police, c'est rien. Parce que c'est des chefs de la police qui fréquentent là-bas, c'est mes Kilia. Je les sers, c'est des Kilia des maisons. C'est des généraux, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien et j'ai continué ma vie là-bas. J'ai eu mon fils, il avait encore 6 mois. J'avais même pas l'esprit d'être maman parce que je m'étais plongée aussi dans le drogue. Il y a d'autres qui voulaient, quand tu viens, il te sert. Tu lui sers comme au sexe. Il amène aussi les drogues, tu dois lui servir aussi. Il faut l'accompagner avec. Donc, j'étais obligée. Je prenais de la cigarette, je prenais de la drogue, j'étais plongée dans l'alcool. Ma vie, c'était que ça. Et quand je suis tombée enceinte, je n'avais même pas l'idée qui est le père. Je ne voulais même pas savoir aussi. Après, ils m'ont demandé d'avorter, c'était déjà trop tard. Et le monsieur, il m'a dit non, il y a d'autres qui aiment traiter avec des femmes enceintes. Et j'ai continué à travailler avec l'enceinte, la femme enceinte, jusqu'à la deuxième semaine pour accoucher. J'ai traité encore avec des Kilia. Et quand j'ai accouché, j'avais pas le sens de donner les seins et puis j'étais déjà viciée dans le travail et je voulais continuer encore plus. Je calculais pas mon enfant. Là-bas, il y avait tout. Il y avait des dames qui s'occupent. Après, ils ont pris mon fils. Comme les responsables, ils savaient qui était le Kilia parce que mon fils, il a vraiment le visage, il apparaît beaucoup à son père. Et le monsieur, comme c'est ce qu'il y a d'honneur, il savait déjà c'est qui le père de l'enfant. Il a appelé le père de mon fils, c'est un Ougandais qui travaillait aussi en Angola. Et ils m'ont pris mon fils à l'âge de 6 mois.
J'avais plus d'essence. Je ne sais pas comment ils ont traité des documents pour le faire quitter en Angola. Après, c'est passé. Après 2 ans, je tombe encore enceinte. Je suis tombée enceinte et puis le médecin, il a insisté que je puisse lever. Moi-même, je me suis insisté. J'ai dit non, je ne vais pas lever. Je savais seulement que je vais accoucher. Les pères, ils vont ramasser et puis moi, je continue mon travail. Parce que plus j'ai compris que quand je suis enceinte, je gagne encore plus de Kilia. C'était dans une promo que plus tu gagnes de Kilia, plus tu es plus proposé et puis le montant des primes, c'était pas le salaire, c'était fixe, mais il y avait des primes parmi des Kilia qui couchent avec toi, qui tu lui plais, il te laisse quelque chose, il te donne des cadeaux, donc par rapport à ça. Et c'était une vie que je me suis adaptée avec ça et puis je voulais pas reculer. J'ai accouché, sauf que j'ai accouché une fille qui était métisse. Et je ne savais pas. Avec lui, métisse, il y avait beaucoup de blancs. Les blancs, je m'excuse, des blancs, on n'arrive pas à bien ressembler le visage. Mais nous, les Noirs, on peut regarder la tête pour dire que oui, celle-là, oui, mon fils, si je vous montre les photos, vous allez juste directement savoir que non. Même si on peut se confondre, mais c'est sa mère. Mais le blanc, ouais, les cheveux blancs, les cheveux, ouais, c'est un peu compliqué. Et ma fille, elle était née comme ça, avec des yeux bleus. Le cheveu, il n'y avait pas de cheveux, elle était toute métisse, blanche. Le monsieur lui-même, il a regardé, il a dit, on ne connaît pas. Comme il était mignon, quand je l'ai accouché, je vis une poupée devant moi. Et tout mon accouchement, ça s'est passé là-bas, ce n'était pas dans une maternité ou comment. C'est là où j'ai eu le goût d'être maman. Parce que j'ai senti qu'il y avait une poupée à côté de moi, je voulais m'occuper de mon enfant et j'ai commencé à l'idée qu'on m'a quitté là-bas. La première fois que je me suis échappée, ma fille, elle avait 4 mois. Et ils m'ont suivi, j'ai des grandes cicatrices ici, dans mes bras, partout. Ils m'ont torturé juste pour découvrir que je voulais m'échapper. Ils m'ont torturé, ils ont torturé mon frère pour me faire retourner à la centre. Je suis retournée avec ma fille, mais j'ai continué de travailler encore. Après, je me suis décidée de demander aux responsables de récupérer et de donner mon grand frère, ma fille, qui puisse chercher une dame qui va commencer à s'occuper de lui. Et moi, l'argent que je gagne, je vais commencer à payer. Et j'ai payé une chambre, un studio pour mon frère et ma fille, il habitait là-bas. Chaque week-end, après 2 semaines, je partais la voir, mais j'étais toujours accompagnée avec déjà. Après avoir essayé de m'échapper, donc j'étais accompagnée toujours avec des gens pour aller s'occuper de ma fille. Mais après, ma fille, elle a grandi, moi j'ai continué de travailler, elle a fait le crise de méningite. Crise de méningite, ça l'a rendue handicapée. Elle est devenue à l'âge de, je ne me trompe pas, à l'âge de 7 ans. Ça l'a rendue handicapée. Elle ne pouvait plus bouger ses jambes. Elle a été transférée dans un hôpital dispensaire, ce n'est pas un hôpital, dispensaire, banlieue de la ville là où on était. Et au moment qu'elle avait du fièvre, elle perdait beaucoup de sang. Elle a eu les transmissions de sang et le sang qui était, c'était pas le bon sang, il y avait le VIH dans le sang. En dehors d'être handicapée, elle a attrapé encore le VIH. Et là, moi, je n'étais pas au courant, je ne savais pas, parce que ça ne s'apparaît pas directement. J'ai essayé d'accompagner son handicap. Un jour, quand elle a quitté l'hôpital déjà, après 2 ans ou 3 ans, elle a commencé à perdre des cheveux. Elle avait des mycoses sur le peau, ça finit pas, s'il c'est le tout et ça finit pas. Elle avait des champignons dans la bouche. Et un jour, je me suis décidé, non, je vais l'amener à l'hôpital qu'on puisse lui faire l'examen général. On a fait l'examen général, on l'a trouvé avec VIH. Le docteur, il m'a appelé et il croyait que moi aussi, ou bien peut-être comme je suis la mère, il m'a demandé qui est le père. J'ai dit que je ne connais pas le père. Tu as un responsable? J'ai dit, j'ai mon frère. Il a dit, est-ce que je peux te prélever le sang pour faire l'examen? J'ai dit, par rapport à quoi? Il a dit, il faut qu'on fait l'examen. Après avoir le résultat de ton examen, c'est là où on pourrait décider de vous dire qu'est-ce qui se passe. Ils m'ont fait ça et ils ont trouvé que moi, j'avais pas le VIH et ma fille, il m'a demandé que non. Ta fille essaie de m'expliquer son parcours. Je lui ai expliqué. Il a dit non. Les transmissions de sang qu'ils l'ont fait, c'est là où elle a attrapé le VIH. Et je reviens pour dire à mon patron, le portugais avec M. Tourbois, Hervé, français, qui travaille au Total. Ils m'ont proposé qu'ici, en Europe, en France, à Portugal, ça existe le médicament de VIH.
Et j'étais obligée, chaque mois, je gagnais 700 $. Ils m'ont dit, si tu veux qu'on t'amène en Europe, c'est ça qui m'a fait venir ici. Si tu veux qu'on t'amène en Europe, tu dois travailler pendant longtemps, mais on doit seulement te payer 100 $. Et 600 $, on va réserver ça pour les soins de ta fille. Parce que ici, ça coûte 10 000 €. J'étais d'accord parce que j'étais déjà maman, je voulais faire quelque chose pour ma fille, pour vivre. Au fur et à mesure, les maisons, on n'était pas seulement des Angolaises, il y avait aussi, ils ont commencé à emporter les filles brésiliennes, chinoises, pour les faire exploiter en Angola. Derrière de ça, c'était pas seulement des filles, c'était pas seulement les maisons de close, ils nous utilisaient aussi notre physique, on peut t'habiller propre, classe, on te fait plonger dans une fête, parce qu'il y a des mouvements en Angola, il n'y a pas la guerre en Angola, mais il y a des mouvements, guerre froide, de UNITA et MPLA. MPLA, c'est le pouvoir qui sont tout de suite là, au pouvoir, et UNITA, c'est les gens qui luttent toujours pour avoir le pouvoir de l'Angola. C'est des mouvements. Et nous, on nous utilisait d'aller se rencontrer avec des ministres de l'autre mouvement. Il y en a d'autres qui sont allés participer pour empoisonner des ministres, des généraux de l'autre mouvement pour le faire disparaître leur histoire, leur mouvement, pour que le mouvement qui sont au pouvoir puisse avancer. C'était une polémique et une guerre froide qui ne se montrait pas devant les gens. Et d'autres mouvements qui ont découvert les maisons de close qui existaient, ils ont publié ça sur l'internet. Et le monsieur qui était le beau-frère du président de la République, il était obligé, on l'a arrêté, Brésil et Chine, ils ont annoncé ça sur l'internet, ils ont publié ça, et ils ont donné l'interdiction de sortir au pays. Et nous, on n'était pas seulement, j'étais pas seulement celle, on était, après, au fil et à mesure, les autres, ils sont échappés, retournés dans leur pays, on est resté comme 37 filles. Et les 37 filles, parmi les autres qui étaient là, moi j'étais au moins, on était 7 anciennes qu'on a fait de 15 ans, de 20 ans. Il y en avait une qui avait fait 20 ans dans le centre. Donc il fallait nous protéger parce qu'ils voulaient nous faire quitter de l'Angola, venir travailler. Ils m'ont expliqué qu'en Portugal, il y a une maison de close ici, que je dois venir, ils vont me faire venir pour continuer de travailler. Et ici à France, il y a aussi des maisons de close, mais ce n'est pas autorisé, mais c'est en cachette, c'est un groupe, c'est un canal qui fait ça en cachette. Et j'étais d'accord, comme ils m'ont proposé, les montants qu'ils m'avaient proposé pour guérir mon enfant, ce n'était pas encore arrivé au point, au montant qu'ils m'avaient proposé. Donc j'étais obligée de les suivre et accompagner parce que c'est les seuls gens qui connaissent là où ça se trouve aussi, le médicament, le traitement pour le VIH. Ils ont allé traiter les cartes d'identité pour moi, les permis de conduire pour moi et les passeports. Ils ont traité les visas parce qu'ils étaient déjà découverts. Ils allaient se faire arrêter. Et si nous arrêtaient, nous, qui on était à Sienne, on allait faire sortir beaucoup d'histoires parce que moi, je ne pouvais pas insister avec des douleurs ou bien des tortures pour ne rien raconter ce que je vécu. Donc, ils nous ont fait quitter de l'Angola. Ils ont pris aussi le visa pour ma fille. On est arrivé au Portugal. Ma fille, elle était gravement malade. Là, c'était à 2015, novembre, le 12, on est arrivé à Portugal. Arrivé à Portugal, ils nous ont amenés. C'était une ville un peu éloignée de Lisbonne. Et effectivement, il y a une maison de close. Là-bas, à leur club, et puis c'est des clients uniques qui fréquentent là-bas. Et quand on est arrivé, le monsieur m'avait dit, avec le paie que tu as déjà gagné, tu as déjà fait plus de 7 500 €. Donc, ta fille, déjà, le reste qui reste, moi, je peux compléter, et puis ils vont traiter ta fille. J'ai dit, ok, d'accord. Arrivant, le soir, il me propose qu'il y a des clients parce qu'il ne fonctionnait pas seulement avec des présences, il fonctionnait aussi avec nos photos sexy, nos vidéos qui se partageaient maintenant comme WhatsApp, on est en train d'utiliser des communications. Mais eux, ils partageaient par rapport à ce qu'il y a, ils proposaient qui est permanent, qu'est-ce que vous voulez. Et les clients, ils décidaient, je vais être avec tel. On nous faisait venir. On nous faisait parvenir aller à côté de clients qui étaient proposés. Ce n'était pas seulement dans les maisons de close, mais il y avait des hôtels aussi, des étrangers qui arrivent, ils envoient des photos, ils proposent des filles, et puis nous on part. On ne donne pas l'argent, c'est déjà payé chez le monsieur. Donc. Et quand on est arrivé, ma fille, elle était gravement malade.
Le monsieur, il n'a pas calculé ma fille et il a dit qu'il y a un monsieur qui veut, il y a 2 qu'il y a, il faut que je traite avec eux. Mais c'est une partouze. Je vais sortir avec des hommes à la fois. J'ai dit, ok, d'accord. Je laisse ma fille, je pars. Le matin, je crois qu'il allait amener ma fille à l'hôpital. Il n'a pas amené à l'hôpital, il est parti aux pharmacies. Il m'a amené que des Doliprane et il m'a amené le comprimé de Bactrim forte pour me dire que ça traite, ça calme aussi le VIH. Donc, je dois donner ça à ma fille. On a pris le routier, la voiture, pour venir. Il m'a dit qu'il y avait des clients qui voulaient aussi me voir ici en France. Et là aussi, il va profiter de me faire venir à l'hôpital. Et on est venu, je me rappelle, on est arrêté, arrivé à France. On a fait au moins 6 heures ou 7 heures d'État, presque toute la nuit pour arriver à France. Lorsqu'on est arrivé, je me rappelle, on est arrivé à Galilée, ici c'est Galilée, le gare routier. On est arrivé là-bas. Et ma fille, elle était en train de vomir dans la voiture. Après, j'ai dit, elle a trop faim, il faut qu'elle mange quelque chose. Avec son fauteuil roulant, on a pris la route. Il y avait des supermarchés, il y avait une centre commerciale. On a monté à haut, entré dans une café pour aller prendre le croissant pour ma fille. C'est là où j'ai eu la tête pour dire que non, je ne vais pas continuer à être utilisée comme ça. Je dois m'échapper. Je ne connais pas la France, je ne connais personne. J'avais pas le français dans la bouche. J'avais que portugais et kimbundu et lingala, la langue du Congo, Kinshasa. Et je ne savais pas comment aborder qui, où, et je ne savais pas. Et le monsieur, j'ai eu une force dans moi pour lui dire que, écoute, ma fille, elle a envie d'aller à la toilette. Il n'y a pas de toilette quelque part ici dans le centre de commercial. Il m'a dit, il m'a montré la place, il s'est trouvé la toilette. C'était un peu loin, c'est là où j'ai pris ma fille. Après avoir entré à la toilette, j'ai commencé à pleurer, j'ai tremblé, je ne sais pas comment m'échapper. J'ai dit, ben ici, il est seul. Mais en Angola, il y avait toujours des sécurités à côté de lui, je peux m'échapper. Je me suis rencontrée avec un monsieur qui s'appelle Manoka, Pichu Manoka. C'est un Congolais d'origine Congo. Et devant lui, j'étais en train de trembler. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me cacher quelque part? Il a dit pourquoi. J'ai dit, je ne peux même pas t'expliquer parce que j'étais en train de pleurer. Ma fille, quand elle m'a vu en train de pleurer, elle aussi, elle s'est mise à pleurer. Le monsieur, c'est un genre de sécurité qui travaillait dans un centre commercial. Il m'a pris, il m'a caché là où ils gardent l'air qui poussent et qui vont aller se changer. Après, il a dit, tu as une famille ici. J'ai dit, je n'ai pas de famille, mais ma langue, lingala que je parlais, c'est un peu pas complet qu'on se comprenait, mais il a eu quand même le temps de me comprendre. Et il a dit, écoute, je vais t'amener à la police. J'avais peur. Parce que pour moi, la police, là où on m'avait déjà expliqué, là où j'ai passé ma jeunesse, je sais que la police, c'est pour m'arrêter. Donc, j'avais totalement peur. Et Dédé, il a dit, non, je vais t'amener. Ma fille, elle était gravement malade. Il a dit, mais on arrête de discuter. Je dois t'amener à l'urgence. J'ai dit, j'ai pas l'argent. Je ne sais pas. Il a dit, on y va. Il m'a amené à Kremlin-Bicêtre. Arrivé à Kremlin-Bicêtre, ma fille... Je suis arrivée à Kremlin-Bicêtre, je fais 3 mois et après, avec Kremlin-Bicêtre, il y avait des assistants sociaux qui m'ont appris, qui m'ont accompagné de demander l'asile et passer par là. Ça veut dire que le parcours de ma vie, ça peut me rattraper, mais là, aujourd'hui, je suis fière de moi. Et j'ai des enfants qui n'ont pas de papa. Et je suis fière de mes enfants. Aujourd'hui, je regarde ma vie derrière et ce que je vis aujourd'hui, c'est plus la même chose. Grâce à Madame Nabila, j'étais accompagnée. Il y avait, quand je suis arrivée à Kada, il m'a trouvé un centre de linguistique et remise de niveau. J'ai attaqué et j'ai commencé ABCD. J'ai appris ça ici et puis j'ai fait le remise de niveau de la linguistique. Je fais ça pendant 6 mois et j'ai appris de parler français avec mon permis quand j'ai trouvé mon statut. Et j'ai commencé à travailler comme chauffeur-livreur à marché international de Rungis. Et je suis fière de moi. C'est juste ça. Juste une petite phrase, hein, c'est quand Anna dit grâce à Nabila, en fait, c'est le sens de notre travail, c'est que voilà, quand je parlais de citoyenne c'est que Anna Fernando a puisé en elle toutes les ressources pour arriver là où elle en est. Nous n'avons été que voilà, accompagnants, mais tout le travail et tout le mérite lui revient. Et je suis très très fière d'avoir fait la rencontre de cette femme fantastique. Voilà. Et je vous remercie, Anna.
C'est une très bonne comédienne, c'est une belle chanteuse, elle est montée sur scène. Elle est toute culotte. Elle est... tout à l'heure. C'est une émission, elle est belle. Merci. Mon frère, il est porté disparu parce qu'après, ils ont commencé à me rechercher. J'étais recherchée en Angola. Mon frère est jusque-là et je me suis rencontrée avec une dame à Simed. Ils m'ont mis le contact avec les gens de Croix-Rouge, mais là, mon frère, il est porté disparu. Je sais pas. Ouais. Merci, madame. Merci, madame. Ouais, elle va très bien. Elle a passé pas mal des opérations parce que quand je suis arrivée ici en France, elle se levait même pas au lit. Et là, maintenant, elle se débrouille très bien avec des béquilles. Elle suit aussi ses traitements de VIH. Et elle fait ses études et elle est future pédiatre parce qu'elle est très intelligente. C'est ma future pédiatre. Je suis fière de lui. Ouais, mon fils aussi, j'ai eu le contact avec des gens de Croix-Rouge aussi. Ils m'ont fait parvenir à aller chercher le nom de père en Ouganda. Et il a découvert qui était sa mère. Et pour le moment, je vous communique que mon fils, il a fait quitter son pays. Il croyait que Europe, c'est comme s'il quittait Ouganda et parti au Congo. Il se retrouve au Congo. Et j'ai essayé, je suis dans le procès de faire les rapproches familiales, mais j'ai un peu de difficulté parce que je n'ai pas l'acte de naissance. Je ne l'ai jamais accouché aux maternités, mais je sais qu'avec la force, je vais arriver de la faire venir. Merci. Bien, en tout cas, Madame Fernando Nibilovana, je tiens à vous remercier. On a été tous, vous l'avez constaté, particulièrement émus. Merci. De ces douleurs rapportées avec des mots, effectivement, qui étaient vraiment très, très forts. Merci. À travers aussi la façon dont vous avez exprimé, et puis la chanson, ce sera peut-être pour tout à l'heure. Oui. Merci. Juste un mot. Ouais. Merci. Jamais que quand on est soucieux, qu'on a conscience qu'on peut, que le cerveau, que l'esprit peut tout, on peut tout. Et vous l'avez prouvé. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Alors on pourrait utiliser deux mots. Puisqu'on est à un mot, on va utiliser deux. Une résilience, mais dit autrement, ça peut être aussi un idéal du moi particulièrement fort, puissant. On ne sait pas d'où ça vient. Bon, c'est une transmission de quelque part qui vous donne tout de même un projet à réaliser. On ne sait pas toujours lequel, mais on le découvre au fur et à mesure, à travers cette force énorme que vous avez déployée. Merci. Oui, merci. À tout à l'heure pour la chanson. Moi, Alors.